Oui, fraude fiscale, qu'est-ce que c'est en réalité et quelles sont ses conséquences sur le développement du Bénin? On va répondre à cette question juste derrière ce commentaire sur image signé Agnat Bello. Soustraction illégale à la législation fiscale de tout ou partie de la matière imposable d'un contribuable, voilà comment se définit la fraude fiscale. Et beaucoup de pays en sont victimes, le Bénin aussi. Les recettes publiques au Bénin sont essentiellement fiscales et c'est grâce à elles que les dépenses publiques sont exécutées. Moins de recettes fiscales implique donc moins de projets réalisés pour le bien-être des populations. Et pourtant, pour certains citoyens, tous les moyens sont bons pour arriver à l'évasion fiscale. Un comportement qui est bel et bien puni par la loi. Le fraudeur, s'il est pris, devra par exemple payer beaucoup plus qu'il ne devrait. Et c'est à cela que servent les contrôleurs fiscaux, limiter les pertes fiscales. De nombreuses décisions ont été prises par l'État pour lutter contre la fraude fiscale, comme la mise en place de moyens réglementaires pour la mise en œuvre de l'identifiant fiscal unique IFU, institué par décret depuis 2006. L'évitement fiscal est une des causes des déficits publics qui conduisent les États à cultiver une dette publique. Entre le confort personnel et le confort de tous, il y a un choix à faire. Voilà un groupe de mots MOTS, source de plusieurs mots MAUX. La fraude fiscale sera beaucoup plus détaillée par le professeur Albert Olonkougou qui nous retrouve sur ce plateau. Bonsoir, professeur. Bonsoir, Gaba. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, Agnat Bello. Bonsoir, Assiom Gaba. J'ai oublié, Bello Onifade, c'est ça? Oui, c'est ça. Allez, on revient au plateau. On parle bien sûr de la fraude fiscale. Qu'est-ce que c'est en réalité et quelles sont ses conséquences sur le développement d'un pays? Alors, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur Autant Savoir. Pour vous qui étiez avec nous, une série sur le fisc a démarré sur Autant Savoir. Depuis semaine passée, on a parlé du désintérêt des populations pour le fisc. Nous avons aussi proposé des solutions pour développer le civisme fiscal. Ce soir, on parle des fraudes fiscales. Ces fraudes qui font perdre énormément autant à l'État qu'aux contribuables. Mais on n'arrive pas toujours à comprendre ce processus-là. Véritablement, c'est quoi les fraudes fiscales? Nous avons avec nous sur ce plateau le professeur Albert Olonkougou qui est un économiste qui nous accompagne alors pour nos sujets économiques. Déjà, dites-nous, vous, votre conception des fraudes fiscales, si on oublie un peu l'aspect technique qui a été évoqué dans le reportage, en langage peut-être un peu plus courant pour que les téléspectateurs puissent comprendre, qu'est-ce qu'on met dans fraude fiscale? Quand on parle de fraude fiscale, ça veut dire que vous minorez le montant que vous devez payer, le montant de taxes ou d'impôts que vous devez payer. Effectivement, si vous faites un chiffre d'affaires donné, on dit qu'il faut payer la TVA, ça est 18% du chiffre d'affaires, mais vous faites tout pour minorer ce montant-là que vous allez payer. Peut-être vous ne déclarez pas alors tout ce que l'assiette, le chiffre d'affaires, vous ne déclarez pas tout, ou bien vous vendez des marchandises sans utiliser les factures officielles. En tout cas, vous trouvez quand même des mécanismes pour pouvoir minorer le montant que vous devez payer à l'État. D'accord. Et dans ce cas, on dit que vous êtes dans un cadre de fraude fiscale. D'accord. Maintenant, comme vous l'avez dit, il y a plusieurs astuces qui sont mises en place pour contourner le fisc. Est-ce qu'il y en a qui sont beaucoup plus courantes? Oui, une stratégie qu'on utilise dans notre pays et surtout qui fait que le secteur informel est à un niveau très élevé en termes de pourcentage de l'activité, c'est rester dans l'informel. Effectivement, quand on parle de fraude fiscale, ça veut dire que le fisc ou l'administration fiscale n'a pas d'informations sur votre activité. Et une fois que vous êtes dans l'informel, c'est que les gens ne sont pas informés et ne peuvent pas venir Ils ne maîtrisent pas votre activité, on ne peut pas vous imposer. On ne peut pas vous imposer et puis les statistiques ne se trouvent nulle part, donc vous n'avez pas de traçabilité. Et à partir de ce moment, on ne peut pas vous identifier. C'est la première stratégie. Non, mais, si vous permettez, est-ce que ça veut dire que tous ceux qui sont dans l'informel sont des fraudeurs fiscaux?
Oui, bon, absolument. Puisque si vous êtes dans l'informel, ça veut dire que vous n'êtes pas connu de l'État. Oui. Et si vous n'êtes pas connu, comment l'État peut vous identifier et prendre les taxes? Ce qui est sûr, dans certains cas, l'État essaie de tout faire pour fiscaliser. Pour identifier tout le monde. Quand je parle de l'État, ça peut être l'État central, comme ça peut être l'État décentralisé. Je vais parler des communes. Les gens vous identifient d'une certaine manière pour faire payer des taxes forfaitaires. Mais si vous étiez clairement identifié, ce ne serait pas le montant que, oui. D'accord, ce ne serait pas le montant que vous allez payer. Peut-être ce serait plus facile de vous faire payer une taxe. Oui, on en parle parce que c'est la forme la plus connue ici, mais ce n'est pas la seule. Non, nous avons des entreprises qui ont pignon sur rue, qui trouvent aussi la formule pour contourner le fisc. Oui, parce que là, il y a des stratégies. Ça dépend du type de taxe ou d'impôt. Si c'est la TVA, par exemple, c'est payé sur le chiffre d'affaires. Donc, si vous arrivez à minorer le chiffre d'affaires, c'est-à-dire à cacher une partie de votre chiffre d'affaires, c'est que vous ne payez pas suffisamment de taxes. Vous pouvez minorer, par exemple, votre résultat. Pour les taxes qu'on appelle BIC, taxes sur les bénéfices industriels et commerciaux. Si vous minorez le résultat, c'est-à-dire en surévaluant les charges ou en minorant toujours le chiffre d'affaires, là, vous allez avoir un résultat plus faible et vous ne payez pas. Vous payez moins. Vous payez moins. D'accord. Mais à quel moment on parle d'évasion fiscale? Oui, tout ça là, ça regroupe tout ce qu'on appelle l'évasion fiscale. D'accord. Maintenant, dans certains cas, les gens... Quand on dit évasion, moi je me dis toujours, ça s'évade pour aller où? Dans la poche du contribuable? Oui, absolument, dans la poche du contribuable. Maintenant, les gens font une distinction entre ce qu'ils appellent l'évasion fiscale et l'évitement fiscal. Oui. Parce qu'au niveau de l'évitement fiscal, c'est un peu légal. Vous voyez les fiscalistes, ils essaient de faire ce qu'on appelle l'optimisation fiscale. Ils essaient de tout faire pour que vous payiez moins de taxes. Parce qu'on peut payer plus de taxes par ignorance. Donc là, les autres, ils voient tous les mécanismes, comment vous pouvez faire de telle sorte que le fisc est le moins possible chez vous. D'accord. Ouais. Mais quand on parle de ça, moi je me dis plutôt, je pensais que les fiscalistes servaient plutôt à vous dire à quelle période il faut le faire, comment faire pour ne pas tomber sous le coup de la loi, pour payer plus. Je ne savais pas qu'il y avait des astuces légales pour payer moins. Effectivement, vous minorez les taxes dans la stricte légalité. Et là, parce qu'on peut payer beaucoup plus de taxes par ignorance. Oui. La fois dernière, par exemple, on disait que la TPS est à 150 000. Oui. Certains pensent toujours que c'est à 450 000. Vous pouvez aller verser 450 000 alors que vous ne savez pas. Mais si vous venez pour payer 450 000 francs de TPS, est-ce que les agents qui sont là ne doivent pas vous informer à écouter ça a changé? Oui, normalement. Mais maintenant que vous pouvez payer directement par mobile money ou en ligne, donc vous pouvez... C'est clair, hein, que ça rentre dans les caisses de l'État, ça devient compliqué. Sans savoir. D'accord. Mais dans ce cas, ici, la fraude fiscale est définie comme un handicap pour le développement. Comment analysez-vous cela ou comment expliquez-vous cela aux téléspectateurs? Oui, l'élément de tout à l'heure disait que si vous ne payez pas vos taxes, l'État n'aura pas les moyens pour faire fonctionner l'administration publique, pour pouvoir investir. Et quand on n'investit pas, tout le monde en souffre. Parce que si vous avez de mauvaises routes, de mauvais hôpitaux, une justice qui ne fonctionne pas bien, une police qui ne fonctionne pas bien, le territoire qui n'est pas bien défendu, les transferts sociaux qui ne sont pas bien faits, tout ça là, c'est à cause de vous. En partie, bien sûr. Donc, en quelque sorte, les impôts, les taxes que nous payons, c'est pour que l'État puisse nous rendre ces services-là. Absolument, absolument. Au fait, c'est le rôle de ça. Nous désirons des dirigeants, il faut leur donner les moyens. Et les moyens, ce n'est pas qu'ils aient fabriqué de l'argent et dépensé. Là, ils sont obligés de collecter nos contributions qu'on appelle les taxes ou les impôts. D'accord. Alors, de nouvelles réformes ont été initiées pour limiter les fraudes fiscales au Bénin. Est-ce que pour vous, elles sont suffisantes? Dans le reportage, par exemple, on a parlé de l'identifiant fiscal unique qui avait été voté par décret depuis 2006. Aujourd'hui, c'est chose réelle. On oblige tout le monde à avoir un identifiant fiscal unique. Est-ce que c'est suffisant pour limiter les fraudes? Oui, tout à l'heure, on parlait d'informations. Il faut qu'on ait d'informations sur vos sources de revenus, sur vos activités. Maintenant, si vous avez un identifiant fiscal, c'est qu'on peut tracer vos activités. Et ça permet aussi de connecter la douane au service des impôts. Et si vous importez des marchandises de là-bas, c'est tracé à la douane. Et puis, si
de l'autre côté, vous minorez ce que vous avez vendu, les gens peuvent dire, mais comment vous avez fait? Parce qu'il ne faut pas oublier que dans notre pays, on fait une déclaration, c'est vous-même qui dites. Oui, on est dans un régime de déclaration fiscale, donc c'est moi, voilà ce que je vais payer. Et à partir de ça, vous dites ça et vous envoyez les documents qui correspondent à ça. Donc, si vous fraudez au niveau des documents et que la douane est en train de dire vous avez importé ça, vous voyez, on peut vous tracer. rattraper. Donc, l'IFU permet quand même de voir toutes les sources d'activité ou de revenus du citoyen et de dire à tel endroit vous n'avez pas payé de taxes. Alors, à un moment donné, les populations aussi, et on a eu à l'évoquer ici, si ces populations sont devenues réticentes, c'est parce qu'elles ont parfois l'impression que ces contrôleurs fiscaux ne jouent pas forcément leur rôle, qu'au lieu que ces fonds puissent véritablement servir l'État pour le bien de tous, parfois ça va dans les poches de tierces personnes. Est-ce que pour vous, la dématérialisation, le fait qu'il n'y ait plus beaucoup de personnes, forcément aujourd'hui maintenant, dans le paiement de ces recettes fiscales-là, ça allège un peu aussi. Parce que c'est aussi notre forme de fraude fiscale, justement. Oui, bon, que ces agents ne font pas leur rôle, c'est pas ça. C'est-à-dire, un agent ne peut pas prendre l'argent officiellement et ne pas verser dans les caisses de l'État. Maintenant, si l'État lui-même ne joue pas son rôle, les gens peuvent dire pourquoi nous allons payer les taxes pour l'État. Maintenant, les questions de dématérialisation, c'est pour réduire tout ce qu'on appelle le coût d'information. Parce que si vous allez sur le site, vous pouvez lire qu'est-ce qu'il faut faire, quelle taxe vous allez payer, dans quelles conditions. Et à partir de ce moment, vous pouvez rester dans votre salon et payer votre taxe. Ça vous permet de ne pas user vos chaussures et d'aller là-bas. Ne pas brûler aussi du carburant. C'est ça, les coûts de déplacement, tout ça. Donc, ça réduit tout ce qu'on appelle les coûts de transaction. Donc, ça facilite le paiement de taxes pour ceux qui veulent payer les taxes de bonne foi, mais qui sont très éloignés des services de fiscalité. D'accord. Alors, dites-nous un peu, quel serait l'impact de la fraude fiscale dans la vraie vie? Parce que je me dis, le fait qu'on a l'impression que c'est un peu trop loin de nous, on n'arrive pas à toucher du doigt ce qu'on paie véritablement, ne pas contribuer à ces recettes fiscales-là. Quand on les comprendrait mieux, on serait peut-être un peu plus intéressé à y aller. Il y a beaucoup plus de dommages que nous subissons en ne payant pas de taxes. Évidemment, parfois ces dommages ne nous affectent pas nous seuls, ça affecte d'autres personnes. Et c'est à partir de ce moment que nous pensons que nous bénéficions en fraudant. Tout à l'heure, on a dit, si vous fraudez et que finalement l'État finit par vous attraper, vous payez des amendes. Vous payez plus. Est-ce qu'il y a des peines d'emprisonnement? C'est possible d'aller en prison parce qu'on a fraudé? Ça, parce qu'ils disent souvent que c'est des trucs civils et parfois ils mettent une banderole, mais les opérateurs... Ils ont fermé votre entreprise. Oui, les opérateurs ont négocié pour dire que c'est une manière de jeter le discrédit sur un opérateur qui travaille. On ne le fait pas, mais ce qui est sûr, on arrête vos activités et puis vous n'avez plus les sources de revenus. Donc, il y a cette première chose. De deux, vous ne contribuez pas au financement des activités publiques. Et ces activités publiques-là sont en diminution. Donc, ce n'est pas intéressant non plus. Donc, ça a beaucoup de conséquences de ne pas payer les taxes. On peut donc dire, sans risque de se tromper, que les fraudes fiscales constituent un véritable plomb dans l'aide du développement. Ah oui, absolument, absolument. Et puis, si vous ne payez pas une troisième raison, par exemple, si vous ne payez pas et l'État a besoin quand même des moyens, l'État va s'endetter et c'est vos enfants, les générations futures qui paieront après vous. Merci, professeur Albert Olonko. C'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau avec vous. Donc, on s'est intéressé aux fraudes fiscales à Soum Gaba. Merci de nous avoir reçus. Merci, Yaniat Bello Nifade.